va prendre les intentions plus tard. Allez-y. Merci. Merci. 1.1, reconnaissance des territoires autochtones. J'invite le directeur, M. Blais. Merci. Nous aimerions prendre un moment pour remercier les peuples autochtones de la région, les Hurons-Wendat, les Anishinaabe et les Haudenosaunee, pour le partage de leur territoire ancestral, surtout les Premières Nations Chippewa de Rama, Beau-Soleil, Georgina Island, Scugog, Curve Lake, Hiawatha, Alderville et les Métis qui s'y retrouvent. Merci. 1.2, prière d'ouverture. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y aura des intentions autour de On va les prendre plus tard. OK, merci. Merci beaucoup. Vous voyez à l'écran, je vous partage cette icône qu'on a trouvée en ligne. André Prévost, sans accent, qui est sur l'île de Vancouver, dans l'Ouest canadien. Icône du Sacré-Cœur, parce que nous sommes toujours dans le mois du Sacré-Cœur. C'est aussi le mois où on célèbre, ou en tout cas, ce mois-ci, on célèbre peut-être moins fort, mais on reconnaît toute la valeur et la richesse des cultures autochtones au pluriel. Cette icône, pour moi, je lisais la description et puis vous voyez andréprévost.com. Je vous invite à aller. Il en a fait tout un paquet. Donc, c'est un membre des Premières Nations qui vit sa foi à travers l'iconographie. Et par son travail, sa recherche et ses conversations avec les membres de sa communauté et de l'Église, il parvient à joindre ces deux spiritualités et cette foi profonde en Jésus-Christ. Et ici, cette communauté, donc Siksika, c'est une communauté des Premières Nations en Colombie-Britannique. Et il travaillait cette icône avec le grand chef de cette communauté. Et puis, l'idée, c'est comment faire comprendre aux gens ce que Jésus a fait pour nous, mais à la lumière de la culture et de notre spiritualité autochtone. Et un élément très important qui ressortait de cette communauté-là, c'est la dimension du sacrifice et du don de soi. Alors, vous pouvez imaginer qu'en découvrant ce que Jésus a fait et continue de faire pour nous, plusieurs gens s'émerveillent et puis s'identifient à ce Jésus-là parce que c'est ainsi qu'ils ont grandi dans leur culture et dans leur tradition. Alors, ce soir, on rend grâce pour ces cultures et puis on rend grâce aussi pour tous ceux et celles qui ont fait des nombreux sacrifices dans la dernière année. On va lire ensemble un extrait d'une lettre de Paul aux Romains. Et puis, après les intentions de prière, je vais vous demander d'invoquer la bénédiction de Dieu avec moi pour les élèves conseillères sortantes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint qui nous éclaire, confions à Dieu nos intentions et nous répondrons, toi notre espérance, écoute-nous. Pour les peuples autochtones, que nous sachions nous unir à eux dans ce grand processus de réconciliation et aussi dans la grande mission de préserver notre maison commune, la terre, prions. Toi notre espérance, écoute-nous. Pour les élèves, les membres du personnel et toutes les personnes de la communauté LGBTQ2S+, pour qu'elles aient la force d'être qui elles sont, dans la vérité et sans honte, qu'elles se sachent voulues et aimées de Dieu dans un monde sans discrimination ni haine. Prions. Toi, notre espérance, écoute-nous.
Pour les francophones partout au Canada qui œuvrent chaque jour pour vivre dans leur langue, prions. Toi, notre espérance, écoute-nous. Pour les élèves qui s'apprêtent à vivre une transition, soit dans une nouvelle école ou vers l'université, le collège, vers d'autres grands projets. Donc, pour les élèves finissants qui nous quittent également, qu'ils trouvent la paix et la joie dans cette nouvelle étape de leur vie, prions. Toi, notre espérance, écoute-nous. Et puis pour les membres du personnel des écoles, en action de grâce pour tout ce qu'ils ont donné et transmis aux élèves et les uns aux autres tout au long de cette année difficile, prions. Toi, notre espérance, écoute-nous. Maintenant, je vous demande de lever votre main et en levant notre main vers Sophie et Annelle, qui ne lèveront pas leurs mains. C'est un signe que nous sommes tous en communion et que nous demandons ensemble à Dieu de les bénir alors qu'elles arrivent à la fin de leur mandat avec vous à la table. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as dit à tes disciples qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous te confions Sophia et Annelle, elles qui ont su te servir en servant leur Père, en se faisant la voix de ceux et celles pour qui nous œuvrons tous aujourd'hui. Veille sur Sophia et Annelle. Sois pour elles, Seigneur, un compagnon de route, un soulagement dans les moments difficiles, une défense dans l'adversité. Fortifie leur esprit pour qu'elles parviennent à faire de grandes choses sous ta conduite tout au long de leur vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vient nous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Merci Sophia et Annelle, et puis bravo. Et puis au plaisir de collaborer avec Sandra et Audrey. Et puis bonne dernière tout le monde. Et puis passez un bel été, on en a besoin. Merci à vous. Merci infiniment, Sébastien, d'avoir été là. On t'apprécie. Bye. Merci, Sébastien. Donc, on continue. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. C'est un ordre du jour modifié, proposé par conseiller Godbout. Oui, que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir adopte l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 16 juin 2021 sous la forme modifiée. Appuyé par conseiller Petitpas. Monsieur le directeur. Merci. Donc, la modification, c'est qu'il y aura l'ajout d'une section 4B, un huis clos très restreint après les questions diverses en public à la fin de la rencontre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? De questions, donc tous en faveur pour le point 2. Merci. Contre? Adopté. Numéro 3, déclaration de conflit d'intérêt. Donc, est-ce qu'il y aura des personnes qui auront un conflit d'intérêt pour les sujets en public ce soir? Je ne vois pas. Donc, 4A, séance à huis clos. Un proposeur, s'il vous plaît. Conseillère Petitpas. Le Conseil scolaire catholique Mon Avenir se constitue en séance à huis clos à 18h43. Merci. Puis j'ai vu appuyé par conseillère Grenier. Merci. Monsieur le directeur. Pas d'ajout, Madame la Présidente? Il y avait des questions. Pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point. Et adopté. J'avais juste besoin de 2 minutes pour arrêter l'enregistrement. Et merci. Reprise de la réunion publique du Conseil. 5. Audition des contribuables délégations. 5.1. Mandat du Comité consultatif pour l'enfance en difficulté et rapport annuel de l'enfance en difficulté 2020-2021. Monsieur le directeur. Merci. Donc, il me fait plaisir de céder la parole à la surintendance Gagnon qui va nous parler du mandat du CCED. Merci.
Alors, je vous amène à la page 33 de votre trousse. Et donc, ce soir, je vous fais une courte présentation du comité consultatif pour l'enfance en difficulté ainsi que le plan annuel en enfance en difficulté. Donc, le comité consultatif est un comité statutaire qui est mandaté par le règlement 464-97 dans la loi de l'éducation. Donc, nous avons tous, comme conseil scolaire, la responsabilité de créer des comités consultatifs pour l'enfance en difficulté. C'est un comité qui prodigue des conseils en matière d'enfance en difficulté au conseil scolaire ou à l'administration du conseil scolaire. Et c'est un comité aussi qui est composé de conseillers scolaires, de représentants d'associations locales, comme par exemple l'Aide à l'enfance, le Centre francophone du Grand Toronto. Nous avons des représentants aussi d'agences sur l'autisme, sur des enfants sourds ou malentendants. Et ça donne une plateforme à ces associations de parler de leurs initiatives et de présenter les services qu'ils peuvent offrir aussi à la communauté et à nos élèves. Je vous emmène à la prochaine page. Et Chantal, est-ce que tu voulais partager ou ça va avec de cette façon? Monsieur Blais, est-ce que vous êtes... Ah, merci Chantal. Merci. Donc, là, comme je le disais, le CCED formule des recommandations au conseil scolaire sur toute question en lien avec l'enfance en difficulté. C'est un comité consultatif. C'est un comité qui peut présenter des recommandations en fonction de l'établissement de programmes, de prestations de programmes et d'élaboration de programmes. À chaque 2 ans, le comité a l'occasion de réviser le plan annuel de l'enfance en difficulté et a aussi la chance de revoir les états financiers du conseil, c'est-à-dire le budget en ce qui a trait à l'enfance en difficulté. Si on se préoccupe plus, on va s'attarder un petit peu plus sur la membriété, donc un maximum de 12 représentants avec des personnes suppléantes provenant d'associations locales qui doivent être constituer une personne morale qui exerce des activités partout en Ontario, qui favorise les intérêts et le bien-être d'un ou de plusieurs groupes d'enfants ou d'adultes ayant des besoins particuliers et ne représente pas des éducateurs professionnels. Nous pouvons avoir 3 conseillers scolaires qui sont assis à la table et peuvent aussi qui eux aussi ont des membres suppléants. Nous pourrions avoir aussi des personnes représentant les intérêts des élèves Premières Nations, Métis et Inuits. C'est plus difficile à trouver sur notre territoire ces personnes, mais à chaque année, nous tendons la main ou nous faisons la promotion de notre comité pour aller chercher des représentants de ces organismes. On peut aussi avoir des membres du grand public qui ne sont ni des représentants d'une association locale, ni des conseillers scolaires, ni d'un autre comité. Donc, parfois, nous avons des parents qui ont un intérêt par rapport à l'enfance en difficulté qui vont présenter leur candidature. Et les remplaçants peuvent participer aux réunions et ne peuvent que poser des questions ou voter que lorsqu'ils remplacent la personne. Donc, même s'ils sont suppléants, ils peuvent participer. Le mandat du comité est la même que celle que des conseillers scolaires. Donc, à tous les 4 ans, nous avons un nouveau comité qui se forme, donc en même temps que les élections pour les conseillers scolaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce comité consultatif en enfance en difficulté? Bien, nous présentons des articles qui sont en lien avec la loi d'éducation. Nous présentons des règlements lorsque le ministère les modifie, des énoncés de politique ou des publications du ministère. Nous présentons aussi toutes les politiques qui sont élaborées par le Conseil en matière d'enfance en difficulté pour obtenir la rétroaction des membres qui sont autour de la table. Nous présentons le plan de l'enfance en difficulté. Nous présentons aussi à chaque année, nous devons former les membres sur les rôles et responsabilités d'un membre du CCED
Et bien sûr, nous discutons aussi du financement. Donc, ça, c'est ce que nous faisons. Nous avons 10 rencontres par année. Peut-être que ça, je ne l'ai pas mentionné. 10 rencontres par année. Et en plus, lors de ces rencontres, nous offrons aussi une session de formation ou d'information aux membres en lien avec des initiatives qui se passent dans les écoles du Conseil. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du rapport annuel sur l'enfance en difficulté. Donc, à chaque 2 années, le Comité consultatif en enfance en difficulté amène une recommandation au conseil scolaire à la table du conseil pour approuver le plan annuel de l'enfance en difficulté. Donc, le plan annuel sur l'enfance en difficulté, c'est un plan qui est exigé par la loi de l'éducation et qui doit être conforme au règlement 306 avec des normes qui sont bien établies. Et le plan annuel est en lien et que vous pouvez trouver au lien suivant. Lorsque nous vous demandons de voter pour le plan annuel, c'est toujours le plan annuel de l'année qui se termine. Donc, ce n'est pas pour l'année prochaine, mais c'est vraiment pour l'année en cours, l'année qui se terminera au 30 juin 2021. Si on peut aller à la prochaine diapo, merci. Donc, il y a différentes normes, il y en a 18 en tout. 18 normes que nous devons respecter et auxquelles nous devons répondre. C'est-à-dire que nous devons donner, en tant que conseil, quel est le processus de consultation pour le plan annuel. Nous devons élaborer tous les programmes et services à l'enfance en difficulté qui sont offerts au conseil. Nous avons la norme 3 qui porte sur les rôles et responsabilités de tous les employés qui ont un travail en lien avec l'enfance en difficulté. Nous devons présenter les méthodes de dépistage précoce et les stratégies d'intervention que nous mettons en place. Nous devons aussi présenter le processus du comité d'identification, de placement et de révision et du comité d'appel. Donc, pour ceux et celles peut-être qui sont moins familiers avec le processus de comité d'identification, lorsqu'un enfant a une difficulté qui est reconnue formellement par le ministère de l'Éducation, nous devons, au nom de la loi ou du règlement d'enfance en difficulté, identifier cet élève, rencontrer ses parents, expliquer aux parents qu'est-ce que nous allons faire avec cet élève et quelle sorte de placement, c'est-à-dire dans quel type de classe et quel type de service il recevra. À la norme 6, nous devons présenter toutes les évaluations éducationnelles que nous faisons au sein du conseil. Aux normes 7, à la norme 7, ce sont les services auxiliaires de santé en milieu scolaire qui sont tous définis. Norme 8, ce sont les catégories et les définitions des anomalies. Donc, lorsqu'un enfant a un trouble d'apprentissage, un handicap, ce sont des anomalies, donc nous devons les définir. La norme 9, c'est par rapport au placement des élèves. Donc, si un enfant est dans une classe distincte ou dans une classe régulière, s'il est retiré à temps partiel ou retiré en retrait avec l'enseignante ressource, donc nous devons expliquer ceci dans notre plan annuel. Nous expliquons aussi quel est notre plan d'enseignement individualisé. Nous parlons des écoles provinciales et des écoles d'application de l'Ontario. Entre autres, nous devons dire combien d'élèves de notre conseil scolaire chaque année sont placés soit au consortium du Centre Jules Léger ou dans une autre école provinciale anglophone. À la norme 12, nous présentons le personnel de l'enfance en difficulté, c'est-à-dire combien d'aides enseignantes nous avons, éducateurs spécialisés, enseignants ressources, psychologues, psychométriciens, dont toute la liste y est. À la norme 13, je ne sais pas pourquoi je dis aux normes, à la norme 13, nous parlons du perfectionnement professionnel qui a été offert toute l'année par les services à l'élève aux employés ou du conseil. À la norme 14, nous parlons de l'équipement qui est offert aux élèves, c'est-à-dire que ce soit des ordinateurs, des imprimantes spécialisées, des visionneuses, alors tout l'équipement pour appuyer un élève qui a des difficultés.
À la norme 15, nous avons l'accessibilité des installations scolaires. Donc, si vous avez un grand tableau de toutes les écoles du conseil avec de l'information sur s'il y a des toilettes pour handicapés, s'il y a des rampes, s'il y a des ascenseurs dans l'école, donc tout y est. À la norme 16, nous parlons du transport scolaire des élèves et du transport spécialisé et de la façon dont nous procédons pour offrir le transport spécialisé. À la norme 17, nous parlons du comité consultatif de l'enfance en difficulté. Donc, tous les procès-verbaux sont disponibles à partir d'un lien. Il y a aussi tout le nom des membres qui ont participé, ainsi que le calendrier de formation qui a été offert pendant l'année scolaire aux membres du CCED. Et finalement, la dernière norme, la norme 18, la coordination des services avec d'autres ministères ou d'autres organismes. Bien sûr, nous devons travailler avec le ministère des Services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille. Donc, nous donnons la liste de tous les services et des partenariats que nous avons avec ces ministères, ces autres ministères. Donc, tout à l'heure, vous allez recevoir une motion une recommandation du CCED d'adopter le plan annuel. Donc, le plan annuel, tel que je vous décris, contient toutes ces normes, contient de l'information sur tout ce qui a été fait pendant cette année scolaire et contient aussi, il y a une partie sur le budget et c'est vraiment le budget que vous avez adopté en juin dernier pour cette année scolaire. Donc, ce n'est pas un nouveau budget pour l'an prochain, c'est vraiment le budget 19-20 que vous aviez adopté, je m'excuse, 2020-2021 que vous aviez adopté en juin dernier. Donc, lorsqu'il sera adopté, le plan annuel sera placé sur le site web du Conseil et nous avons reçu dernièrement, André et moi, Monsieur le directeur et moi, nous avons reçu une note du ministère pour nous demander à quel moment notre plan sera disponible et il est toujours évalué par le ministère afin de s'assurer que nous respectons bien les normes. Donc, ceci met fin à ma présentation sur le CCED et le rapport. S'il y a des questions, je peux y répondre. Merci. Avant que je prenne des questions, je sais que nous sommes tous conscients qu'il s'agit d'un comité qui tient à cœur deux de nos conseillers scolaires, le conseiller Lévesque et la conseillère Petitpas, qui ont siégé sur ce comité depuis plus de 20 ans. Donc, c'est incroyable. Mais en tant que présidente de ce comité, je demande si la présidente, la conseillère Petitpas, a des commentaires à ajouter. Oui, je sais qu'on a reçu un courriel nous disant d'être assez court ce soir. Ça donne que j'en ai beaucoup à dire, mais je vais essayer de mettre ça plus court. Premièrement, j'aimerais remercier l'équipe du service à l'élève. Ils font tellement un travail extraordinaire et les parents en sont très reconnaissants. Et nous avons perdu aussi un membre qui siégeait depuis 12 ans autour de la table, représentant l'association des malentendants. Et Monique nous a apporté tellement de belles choses avec sa participation. Donc, c'était douloureux de la voir partir, mais elle s'en va d'un autre sens. Son enfant est âgé de 19 ans et a besoin d'autres aides, donc elle va consacrer son temps avec sa famille. Ainsi que pour tous ceux et celles qui ont déjà participé à des réunions du CCED, comme vous le savez, à tous les mois, l'équipe nous arrive avec des bonnes nouvelles. Des fois, c'est une nouvelle, mais la dernière réunion du mois de juin, nous avons eu trois belles nouvelles. C'est des nouvelles qui vont aider beaucoup les élèves en besoin durant la période estivale. Il va y avoir une équipe qui va être toujours à l'écoute pour les personnes qui ont besoin de services de soutien en travail social, qui ont déjà un travailleur social durant l'année
ils vont être capables de poursuivre, d'être capables de parler à cette équipe-là durant tout l'été. Donc, ça a été vraiment une bonne nouvelle. Une deuxième nouvelle, c'est les élèves ayant des besoins particuliers. Surtout, c'est des élèves qui vont nous arriver à très bas âge ou des élèves qui ont fini l'école élémentaire et ils vont s'aventurer à l'école secondaire. Donc, le conseil ou l'équipe, je devrais dire l'équipe, va lui donner le service de venir visiter leur école dès le début du 23 août au 27 août pour se familiariser les parents et l'élève qui ont des besoins, les rendre confortables de venir à notre conseil ou de continuer à l'école secondaire. Donc, c'était une autre bonne nouvelle qui a été bien acceptée. Et la dernière nouvelle qui va aider plusieurs parents, c'est surtout pour la lecture en orthophonie. Ils vont servir aussi des services pour aider aux élèves, je pense que c'est du jardin à la 3e année, par des enseignants et enseignantes ressources. Donc, franchement, c'est des bonnes nouvelles et vraiment pour continuer à aider les élèves en grand besoin. Donc, je vous remercie, l'équipe. Et puis, c'est comme Melinda l'a dit, c'est un comité que je tiens à cœur et c'est là qu'on voit le travail que l'administration fait à nos élèves. Donc, s'il y en a qui veulent rajouter ou qui ont participé à des réunions, je vous laisse la parole. Merci. Merci, conseillère Petitpas. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas. Donc, merci pour votre patience, Annick. Je sais qu'on a mis à côté cette présentation 1 ou 2 fois, mais c'est bien reçu. Merci. Donc, on continue. Numéro 6, adoption des procès-verbaux. 6.1, adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 26 mai 2021 qui se trouve sur les pages 46 à 60. Un proposeur. Conseillère Thibideau. Le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 26 mai 2021 sous la forme présentée. Appuyé par conseillère Godbout. Monsieur le directeur. Merci. Pas d'ajout, à moins de questions, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point. Donnage, j'ai manqué. Oui, merci. Contre, adopté. Numéro 7, affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil. Le tableau se trouve à la page 61 dans la trousse. Monsieur le directeur. Merci. Bien que ça dise voir le tableau, il n'y a rien ce soir, Madame la Présidente. Je ne suis pas rendue là encore. Merci. Et on continue. Numéro 8, affaires différées sans objet. 9, recommandations des comités. 9.1, rapport de la séance à huis clos du Conseil du 16 juin 2021. Un proposeur, s'il vous plaît. Conseillère Grenier. Que le Conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du Conseil du 16 juin 2021. Appuyé par conseiller Blais. Monsieur le directeur. Merci. Pas d'ajout, Madame la Présidente. Je me demande simplement, je suis en train de chercher le rapport pour le budget puis je ne le vois pas. À quel moment est-ce que M. Chin va présenter son budget? C'est en 10, je pense. Désolé. 10.3. Ouais. Merci, ma page est à l'envers. Désolé, Ouais. j'ai eu un petit moment de panique. Okay, merci. Donc,
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour le point 9.1. Tous en faveur? Contre? Adopté. 9.2. Rapport des réunions publiques des comités du Conseil. Le rapport se trouve aux pages 62 et 63 de la trousse. Monsieur le directeur. Merci. Alors, je pense que la surintendance Gagnon en a parlé lors de sa présentation. Vous avez eu le lien au rapport. Donc, je pense que si vous avez des questions, la surintendance Gagnon se fera un plaisir d'y répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Conseillère Petitpas? Je ne vois pas dans... Je l'ai peut-être manqué, là, mais il n'y a rien pour le comité du CPP? Monsieur le directeur? Le comité de vérification, l'enfance en difficulté, le comité de travail, il y a le comité de vérification, mais il n'y a rien pour le comité du CPP? Est-ce que c'est un comité? Oui. Monsieur le directeur, Gina, surintendant Kozak? Effectivement, c'est un comité. C'est un bon point. Il n'y avait pas de motion à ce comité-là. Par contre, vous avez raison. J'aimerais quelque chose à dire sur ça. Est-ce que je le dis là ou je le dis ailleurs? Oui, vas-y, madame. OK. Comme vous savez, le comité du CPP a été très, très occupé au mois de mai et au mois de juin avec des réunions normales du comité ainsi que des réunions du sous-comité pour organiser un atelier, conférence qui a eu le 2 juin, que les parents ont été vraiment excités de participer. Nous avons eu à peu près 96 à 100 personnes qui ont participé à ce comité. C'est un comité pour vraiment aider à comprendre les jeunes d'aujourd'hui, à comparer des jeunes là plus longtemps. Qu'est-ce que les enfants d'aujourd'hui nous demandent ou ont de l'anxiété d'arriver en premier, de toujours être là en haut de l'échelle. Les parents ont très, très bien apprécié ça. Après ça, on a eu une autre réunion le 14 juin qui était avec COPA. Et puis, c'était très, très intéressant, hein? Mais plus intéressant pour des parents qui ont des enfants. Mais moi, j'ai pris ça comme, OK, j'ai des petits-enfants, donc je peux prendre les suggestions que ce comité-là, Comité Ontario, whatever. Et puis, ça a été encore aussi très, très intéressant. Nous avons eu à peu près une centaine de personnes encore une fois. Et puis, les parents étaient vraiment excités. Beaucoup de questions regardant comment réagir au racisme et l'intimidation aux jeunes. Comment être capable de parler à nos jeunes, de leur expliquer de comment faire pour être plus positif envers les messages négatifs que soit que l'enfant a dit ou les amis a dit. J'ai trouvé ça, c'était très, très intéressant de comment faire. Donc, c'est à peu près mon commentaire, là. Je ne sais pas si Mme Gina veut ajouter. Je crois que la conseillère Petitpas a fait un très beau résumé. En effet, c'était des outils pratiques pour les parents pour les aider à parenter pendant un temps très difficile pendant la pandémie et avec tout ce qui se passe, tous les mouvements de société. Donc, les parents ont réagi de façon très positive aux outils qui ont été offerts. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous, Mme Petitpas, un franc succès pour les deux ateliers.
mais d'après moi, c'était pas assez long pour les parents parce que c'était supposé d'être 2 heures. Ça a été beaucoup plus loin que 2 heures. Les parents étaient vraiment, vraiment impliqués. Donc, c'est des ateliers qui étaient vraiment utiles pour tous les parents du conseil. Et si je peux ajouter, Madame la Présidente, le CPP a également acheté des ressources pour chacun des conseils d'école. Alors, nous avons, Mme Petitpas a validé les achats et nous avons acheté des bouquins pour les parents portant sur la discrimination, le racisme, l'intimidation, des ouvrages canadiens qui vont continuer à appuyer les conseils d'école dans les écoles à avoir ces conversations avec les enfants. Et donc, nous allons pouvoir partager ces ressources-là pour la rentrée scolaire 21-22. Excellent, merci. Question, conseillère Godbout. Est-ce qu'il y a eu des sujets qui ont eu attrait avec les effets de la pandémie, de la COVID et le confinement et comment les parents doivent gérer ça parce qu'il y a eu certains reculs chez certains enfants à cause du fait qu'ils ont été en ligne, qu'ils n'ont pas côtoyé autant d'enfants. Est-ce qu'il y a eu des sujets qui ont abordé ce problème? Je peux y aller, Mme Petitpas, si vous voulez? Oui. Oui. On a en fait abordé le sujet de l'isolement des adolescents parce que l'atelier sur le parentage visait vraiment la génération d'élèves de la génération Z. Et donc, c'était un peu plus porté vers cette génération. Donc, on a ressorti quelques données aux parents disant que cette génération qui est quand même très portée vers la technologie a quand même un besoin très profond pour des contacts et des amitiés et des liens sociaux. Donc oui, ce n'était pas l'objet primaire de la formation ou de la conférence, mais on a demandé aux conférenciers d'aborder quelques faits par rapport à l'impact sur les élèves. On a abordé la résilience et comment vraiment rebâtir à la suite de dans cette période de confinement, maintenant déconfinement, comment on peut ramener les enfants à rétablir des relations saines avec les confrères et les consoeurs à l'école. Donc, ça a été touché. Ce n'était pas le point central, disons, de la recherche des 2 chercheurs qui étaient avec nous, mais ça a été touché et c'est un sujet qu'on a aussi abordé à la réunion ordinaire du CPP où les parents ont partagé des constats, des défis et d'autres outils pour continuer à appuyer les enfants dans ce processus et dans cette transition vers un retour à l'école en septembre 2021. Puis, je peux juste me permettre, là, effectivement, c'est un comité de grande importance. Donc, merci, conseillère Petitpas, de nous avoir fait le rappel. Désolé de l'oubli, mais on s'assure que le procès verbal en fasse mention. Merci pour tout le beau travail que ce comité fait. Excellent, merci. Donc, on continue à 9.2.1, comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 8 juin. Rapport annuel de l'enfance en difficulté. Le rapport se trouve sur les pages, sur un lien. Un proposeur, s'il vous plaît. Conseillère Petitpas. Le Conseil approuve le rapport annuel de l'enfance en difficulté 2021-2022. Appuyé par conseiller Papillon. Monsieur le directeur. Merci. Je vais rebobiner mon commentaire de tantôt. Donc, vous avez vu le lien, vous avez vu le rapport dans votre trousse. Et la surintendance Gagnon en a parlé tantôt lors de sa présentation. Donc, si vous avez des questions, elle se fera un plaisir d'y répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, merci. Merci, Mme Gagnon. Donc, s'il n'y a pas de questions, tous en faveur pour ce point. Okay. Et contre, adopté. 9.2.2, comité de travail du 9 juin 2021. Communiqué des conseillers scolaires juin 2021. Un proposeur, s'il vous plaît. Conseiller Blais.
le Conseil approuve le communiqué des conseillers scolaires aux parents juin 2021. Appuyé par conseillère Nathalie Dufour-Seguin. Monsieur le directeur. Merci. Donc, vous retrouvez dans votre trousse de la page 63A à la page 63R les différentes versions du communiqué. Donc, si vous avez des questions par rapport à vos messages, il nous fera plaisir d'y répondre. Merci. On a tout vu, le document au comité de travail. Merci pour ceux et celles qui ont donné leur message personnel. Je ne vois pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point? Contre? Adopté. 10. Étude des rapports des membres de l'administration. 10.1, rapport CDA 0706-2021, comité d'admission. Monsieur le directeur. Merci. À ce moment-ci, on va vous amener à la page 64 de votre trousse et je vais céder la parole à la surintendance Iskander. Merci beaucoup. Donc, quand vous voyez les tableaux de cette période, il y a 2 tableaux seulement, celui des admissions de l'année prochaine et les admissions refusées, compte tenu que pendant cette période du rapport, nous n'avons pas eu de comité d'admission pour l'année scolaire en cours. Si vous avez des questions, il me fera plaisir d'y répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions, donc on continue. 10.2, rapport FIN 10-06-2021, rapport financier au 31 mai 2021. Monsieur le directeur. Merci. Je vais céder la parole au chef des affaires, Chin. Merci, Monsieur le directeur. Donc, au 31 mai 2021, on démontre un surplus de un peu plus que 2 millions de dollars. Avec l'enseignement en virtuel, les surplus proviennent généralement, principalement des lignes suppléance et perfectionnement professionnel. Alors, il n'y a pratiquement pas de formation qui se font dans nos écoles et il n'y a pas de suppléance à court terme pour remplacer les enseignants. À d'autres endroits où il y a aussi des surplus, c'est dans les services des soutiens professionnels et paraprofessionnels. C'est en lien avec la surveillance du midi. Alors, vu qu'il n'y a pas d'élèves dans nos écoles, il n'y a pratiquement pas de dépenses en surveillance du midi. Et ensuite, il y a certains postes qui sont à combler au niveau des titulaires de classe et aussi au niveau des conseillers pédagogiques. Si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, on continue. 10.3, rapport FIN 12-06-2020. 21. Budget 2021-2021. Un proposeur, s'il vous plaît. Conseiller Lévesque. Le Conseil scolaire catholique Mon Avenir approuve le budget 2021-2022 selon le rapport FIN 12-06-2021 intitulé Budget 2021-2022. Un appuyeur. Conseiller Papillon. Monsieur le directeur. Merci, Mme la Présidente. Alors, il nous fait plaisir de vous présenter le budget ce soir pour la prochaine année scolaire. Je tiens à remercier l'équipe du CA pour leur travail à ce niveau. Toujours des discussions difficiles, mais toujours en gardant l'élève au cœur de toute décision. Donc, bravo à l'équipe et un merci particulier à Derek et son équipe. Une nouvelle façon de présenter cette année, ça a été un petit peu une chasse au trésor pour l'équipe pour aller trouver les différents montants et à quoi les associer. Mais comme d'habitude, on a réussi, l'équipe à Derek a réussi à tout rapatrier les données et les montants et il est ici, malgré la courte période de temps qu'il a eu pour faire son travail, pour vous présenter le budget. Donc, c'est avec plaisir que je lui cède la parole. Merci, Monsieur le directeur. Donc, on va débuter par la page 93 de la trousse
qui vous donne un aperçu des projections d'effectifs et un peu aussi l'historique de comment on a évolué depuis 2012-2013 jusqu'à 2021 et 2022. Alors, comme vous pouvez voir, en 2020-2021, avec la pandémie, le Conseil a vu une décroissance de 0,9 %. Alors, ça vient principalement de la maternelle à jardin. En 2021, on a subi une baisse d'environ 11 % comparé à la moyenne des 5 dernières années. Et pour l'année 21-22, on est allé encore plus bas. Alors, on a projeté une baisse d'environ 2,7 %. Alors, comme vous pouvez voir, la pandémie affecte majoritairement les maternelles et jardins. Au niveau du secondaire, alors, comme vous voyez dans le rapport, on projette une croissance de 6,2 %. Alors, comme vous le savez, en 17-18, on avait démarré le secondaire à l'école secondaire catholique Père-Philippe Lamarche et Pape François. Et en 2018-19, on avait démarré le secondaire à l'école catholique Monseigneur Jameau. Alors, en passant, j'en profite pour vous signaler qu'on va célébrer la première cohorte de gradués à Père-Philippe Lamarche et Pape François. Alors, pour ces 3 écoles, le taux de croissance moyen tourne autour de 2,1 %. Alors, vous voyez quand même, on a eu une croissance organique dans les autres écoles qui existent depuis assez longtemps, d'environ 4,5 %. Alors, la moyenne tourne autour de 6,5 % dans les 3 dernières années. Alors, notre projection de 6,2 % pour 21-22 est quand même, selon nous autres, atteignable. Il ne faut pas non plus négliger l'effet de l'immigration aussi. Avec la pandémie, on voit une nette baisse au niveau des nouveaux arrivants dans nos écoles. Avez-vous des questions sur les effectifs? OK. Je vais vous emmener à la page 88 de votre trousse. Donc, ici, vous allez voir que le ministère de l'Éducation continue à maintenir leur soutien financier temporaire en lien avec la COVID. Je vais faire un petit retour en arrière. Vous allez comprendre l'importance de retourner en arrière pour 2020-2021. Si vous vous souvenez, le Conseil avait adopté le budget au mois de juillet l'année dernière sans les soutiens financiers parce que les annonces sont venues assez en retard. Il y avait une première annonce au mois d'août. Il y avait une autre annonce au mois d'octobre, ensuite au mois de novembre et finalement au mois de février. Ce sont des annonces pour des soutiens financiers pour contrer la COVID. La raison pourquoi je vous apporte ces informations-là, c'est parce que au mois de septembre, quand on a dû organiser l'école virtuelle, on n'est pas allé refaire toute l'organisation scolaire. On avait on essayait de minimiser l'impact sur l'organisation scolaire pour justement pouvoir doter l'école virtuelle parce qu'on n'avait pas assez d'appui financier pour faire les deux, l'école présentielle en présentiel et l'école virtuelle. Alors, on a bougé un certain nombre de profs pour aller doter l'école virtuelle. Cette année, le Conseil a été assez proactif. Depuis le mois de mars, on a commencé à planifier l'école virtuelle. Donc, ce qui explique que vous allez voir qu'au niveau du nombre d'enseignants, il y a une baisse d'environ 30 enseignants. C'est parce que là, on a vraiment, ça a été organisé plus efficacement et plus efficient. À la page 88 de votre trousse, comme vous pouvez voir, l'annonce du MEO, le MEO a annoncé 5,5 millions pour notre conseil, mais le MEO s'attend quand même que les conseils s'organisent avec la moitié de la subvention qui a été annoncée. Donc, nous, on s'est organisé avec un montant de 2,8 millions de dollars. Dans le budget qu'on vous présente, 21-22, l'école Ma Vie a été organisée pour une demi-année seulement. OK?
Avez-vous des questions là-dessus? Je va... vous amène. Derek? Oui. On va sûrement avoir la question, qu'est-ce qui arrive dans la deuxième moitié de l'année, Oui. advenant que on a toujours des défis au niveau de la COVID et où le ministère de l'Éducation nous demande de continuer à offrir des choix aux parents. Yeah. J'allais vous emmener à la page 89, justement, pour vous expliquer pourquoi on vous demande un déficit ce soir. Alors, bonne question du directeur de l'Éducation. Donc, si advenant que le ministère de l'Éducation nous demande de continuer avec l'école virtuelle pour la deuxième partie de l'année, le ministère va devoir débourser la deuxième moitié de la subvention. Donc, on va pouvoir continuer à offrir l'école virtuelle. Toutefois, si le ministère, arrivé au mois de janvier-février, que les choses vont très bien et que le ministère demande que tous les élèves retournent en présentiel, c'est là la raison pourquoi ce soir, on vous présente un déficit. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est qu'on a doté certaines écoles avec des enseignants additionnels pour justement faire la place pour ces élèves qui se retrouvent en école virtuelle. Je vous rappelle qu'à date, on a 438 élèves qui se sont enregistrés à l'école virtuelle, comparé à environ 1800 en 2020-21. Alors, il y a de la place. On a doté certaines écoles de dotations additionnelles pour pouvoir accueillir ces élèves, justement pour minimiser l'impact sur l'organisation scolaire. Parce qu'on ne veut pas, au milieu d'année scolaire, de commencer à bouger des élèves pour justement respecter les ratios du ministère de l'Éducation. C'est ça qui explique pourquoi, à la page 89, au niveau de l'embauche du personnel, la majorité vient de justement cette dotation additionnelle d'enseignants. Excuse-moi, je ne sais pas si je ne regarde pas la même trousse que toi, mais je n'ai pas les mêmes numéros de pages. Là. Je ne sais pas si je suis la seule qui est mêlée dans les pages, là, mais... Merci, c'est la question que je... Toi, tu gardes sur l'imprimante et pas sur le document dans la trousse. Il y a de différentes pages. Est-ce que tu pourrais partager l'écran dont tu nous parles? Parce que je n'ai pas la même... Chantal, tu peux partager la trousse, s'il te plaît? OK. Puis j'avais une question, Claire Thibodeau. Non, OK. « 89, Chantal? Non, 89 de la trousse. Est-ce que ça, c'est 80... Ah, OK. C'est l'équivalent de la page 71. Remonte un petit peu, s'il te plaît. C'est ça le tableau. Alors, vous avez des questions? Pas de questions. OK. Ici, on vous démontre... J'ai une question. J'ai une question, oui. Excusez, parce que là, je me suis cherchée dans mes pages pendant que tu parlais, donc j'ai peut-être manqué le fil le cours des choses. Donc, tu dis tu as fait un budget avec 6 mois de virtuel et que l'autre 6 mois... Et l'autre 6 mois, mais si le MEO nous demande de continuer l'école virtuelle, là, le MEO va devoir débourser l'autre moitié qui n'est pas comptabilisée dans ce budget-là. Et là, on va continuer à avoir des dépenses, on aura l'autre moitié des revenus du ministère. Mais là, tout ton budget, tu le bases 6 mois avec du virtuel et 6 mois après, le virtuel devient en personne. En fait, on a prévu pour les deux. Là, okay? Au niveau du virtuel, dans ce budget-là, il y a 6 mois de revenus que le ministère nous octroie et 6 mois de dépenses. Si le MEO nous dit non, le virtuel doit continuer, ils vont devoir débourser l'autre moitié. Et là, on va continuer le deuxième 6 mois. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que ce sont des titulaires de classe qui sont à contrat. C'est des contrats à long terme. Alors, on va juste étendre le contrat jusqu'à la fin de l'année scolaire si l'école virtuelle continue sur la deuxième 6 mois. Donc, planifié pour 10 mois, mais financé pour 5 mois.
OK, donc, excusez-moi, là, je dois être lente ce soir, là. On recommence. Donc, dans ton budget, tu as mis 6 mois de virtuel. Tu as mis des coûts pour 6 mois de virtuel, c'est-à-dire pas de coûts parce que c'est absorbé par le MEO. Oui, c'est bien ça. Et après, tu as mis l'autre 4 mois là, ou l'autre 6 mois. On absorbe les coûts parce que ça revient à la normale. Je comprends pas le déficit. Je pense que je comprends pas le déficit là, parce que dans ma tête, le virtuel est absorbé par le ministère. Oui. OK. Au niveau de virtuel, dans ce budget-là, on a prévu 6 mois de dépenses. OK? Et le ministère nous finance 6 mois pour l'instant. Alors, ça, c'est un net zéro. Le déficit, lui, il est causé parce qu'on a ajouté des enseignants additionnels dans certaines écoles au cas où les élèves en virtuel retourneraient en présentiel. On a juste planifié que, arrivé au mois de janvier, février, le ministère demande aux élèves de retourner en présentiel. On veut absolument éviter réorganiser toutes les écoles parce qu'il y a certains ratios à respecter. Alors, on a déjà doté les écoles pour accueillir ces élèves-là au cas où on retournerait tous en présentiel. C'est ça qui le ministère va nous donner une subvention équivalente? Non. Ça va être financé par le déficit du conseil. Mais si le ministère nous demande de ramener tout le monde en personne, le ministère ne va pas nous financer additionnel. On n'aura pas un financement additionnel. Et pourquoi? On n'a pas. Je m'excuse, je ne comprends vraiment pas. Okay. Je ne comprends pas comment. On va reprendre. Okay. Il y a 2 scénarios. Le premier scénario. Mais je veux le scénario du budget. Là. Le budget, tu le fais avec quel scénario? OK. Dans le budget, il y a les 2 scénarios qui sont inclus dans ce budget-là. Scénario 1, c'est l'école en virtuel. L'école en virtuel, le ministère nous finance 50% des coûts, okay, pour une demi-année. Alors, on a intégré des revenus pour une demi-année et on a des dépenses pour une demi-année. Si l'école virtuelle continue après 5 mois, l'école virtuelle continue jusqu'à la fin de l'année scolaire, le ministère va devoir nous financer l'autre moitié. Là, on va continuer à garder l'école virtuelle. Ça va être financé. Ça, c'est option 1. L'autre option qui est déjà aussi intégrée, c'est qu'on a doté certaines écoles avec des enseignants additionnels. OK? On a doté certaines écoles d'enseignants additionnels au cas où le ministère nous demanderait de retourner tous les élèves en présentiel. Parce que nous, on a certains ratios à respecter. Si, advenant au mois de janvier, le MEO dit tout le monde retourne en présentiel, on veut absolument éviter de refaire toute une organisation scolaire, rebouger les élèves pour s'assurer qu'on respecte les ratios. Alors, on a déjà prévu un certain nombre d'enseignants dans certaines écoles pour accueillir ces élèves-là au cas où le ministère nous dirait bien, tout le monde retourne en présentiel. Et donc, cette partie-là qui est absorbée par le conseil. Donc, la dotation additionnelle qui est prévue de façon proactive dans les écoles, au cas où il y aurait un retour, c'est ce qui représente la portion de déficit. OK, mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand on a des enseignants, c'est subventionné par le gouvernement. Donc, la dotation additionnelle, c'est pour ne pas défaire les groupes classes. Donc, on va avoir des enseignants supplémentaires et cette portion-là n'aurait jamais été subventionnée par le gouvernement. C'est ça. Parce que la subvention du ministère est basée sur le nombre d'élèves. Le nombre d'élèves est le même. C'est juste qu'il y a certains qui se trouvent en présentiel et il y a certains qui se trouvent en virtuel. Donc, les élèves virtuels retournent, tu n'as pas un sens de plus. Là. Ce qu'on tente d'éviter, conseiller Grenier, c'est un scénario comme on a vécu cette année où tout d'un coup, on a dû absorber ou faire une réorganisation scolaire et on s'est ramassé avec de très grandes classes et où on s'est ramassé dans certaines écoles, dans certaines communautés où on a dû refaire l'organisation scolaire de façon à ce que des élèves
est parfois 2 ou 3 enseignantes dans l'espace de quelques mois. Donc, oui. Donc, ce que je comprends, c'est que si le virtuel revient en personne, les classes reviennent exactement. C'est ça. Il y a de la place qui sont déjà créées pour ces élèves. OK, mais physiquement, comment ça marche? Physiquement, il y a de la place dans les écoles. Il y a de la place dans les écoles. Dans les écoles, dans ces classes-là. OK. Parce qu'on ne veut pas rebouger tous les élèves, parce qu'il y a certaines ratios qu'il faut respecter au niveau du ministère. Je donne un exemple. Une classe de première jusqu'à la 3e année ne peut pas avoir plus que 23 élèves. Et même 20, maximum c'est 20, mais il y a un pourcentage qu'on peut aller jusqu'à 23. Alors, on a déjà créé ces espaces-là pour ces élèves en virtuel. Mais ton budget est fait avec un scénario. Je comprends qu'il y a 2 options, mais ton budget, tu le fais avec un scénario qui dit si le virtuel revient, ben on est déjà couvert. On est déjà couvert. Donc, c'est un scénario. C'est ce que je disais. C'est budget. La planification est pour un scénario, mais le budget, on l'a prévu pour 2. Pour les 2. OK? Excusez-moi pour tous les autres. Si vous n'étiez pas mêlés, tant mieux. Moi, j'étais très mêlée. Ensuite, au niveau de l'embauche du personnel, on a aussi prévu l'ajout d'une heure de personnel en conciergerie au niveau du nettoyage. C'est ça qui crée 1,8 million de déficit. Au niveau de l'enfance en difficulté et santé mentale, comme je vous ai mentionné, le ministère ne finance qu'une demi-année. Alors, nous, on a prévu pour toute l'année, déjà, il y a certains types d'emplois que c'est difficile de trouver quelqu'un pour une année. Maintenant, pour 6 mois, ça va être encore plus compliqué. Alors, on a préféré budgéter pour une année. Au niveau du système de ventilation, on n'a reçu que 132 000. Je pense que c'est assez pour changer des filtres sur une base plus régulière, mais le 400 000 qu'on ajoute ici, c'est vraiment au niveau de la ventilation. Le démarrage de la ventilation plus tôt le matin et la continuation l'après-midi après les heures de classe. C'est ça qui crée le déficit de 2 490 887 que vous pourriez voir à la page. Si tu descends, Chantal, à la page 76 des documents. Non, monte encore une page, s'il te plaît. Non, monte. C'est là. Alors, vous allez voir la colonne en rose, le 2 490 887, le déficit qu'on vous présente ce soir. J'assume que vous avez lu la trousse. Je ne vais pas passer page par page, à moins que vous ayez des questions que je pourrais répondre. Derek, juste pour celles et ceux qui l'auraient peut-être oublié pour l'année en cours et ou des membres du public qui ont toujours des souvenirs qu'un budget d'un conseil scolaire doit toujours être équilibré. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi cette année c'est différent? Oui. Généralement, le ministère s'attend à ce que les budgets des conseils scolaires soient équilibrés, mais il y a toujours une clause dans la loi d'éducation qu'un conseil peut aller jusqu'à 1% de déficit. Et le 1%, c'est le moindre des réserves ou 1% des subventions. Dans notre cas, le 1% tourne autour de 2,7 millions. Et exceptionnellement, pour 2020-2021, à cause de la COVID, le ministère avait approuvé un 2% de déficit. Mais comme en 21-22, c'est toujours le 2%, sauf que le ministère nous demande de travailler avec la moitié des subventions. Donc, notre conseil, on peut aller jusqu'à un déficit de 2,7 millions de dollars. Merci. J'ai vu une question au conseiller Grenier. Donc, est-ce que, quand tu parles à tes collègues, est-ce que c'est la tendance? Est-ce que la majorité des autres conseils aussi ont décidé de garder leur cohorte intacte? Là, je ne suis pas contre le concept. Là, ça fait beaucoup de sens, mais est-ce que c'est
quelque chose qu'on voit à travers la province, que les autres conseils veulent aussi que les cohortes ne soient pas défaites et ils vont prendre un hit là, au niveau des dépenses? Je ne peux pas répondre pour la cohorte, mais au niveau du RGA, qui est le regroupement des conseils francophones, ils s'alignent tous à 1%. Il y a un conseil qui disait qu'eux autres s'alignent plus vers 6% de déficit, mais ils vont essayer de descendre jusqu'à 2%. Mais la majorité travaille vers un déficit de 1%. Monsieur Blais, il y avait des commentaires pendant la rencontre avec le Mayo. Si tu voulais ajouter. J'ai un blanc de mémoire là, par rapport à l'audio qui a eu lieu avec le ministère de l'Éducation et les présidences, mais effectivement, pour répondre à la question à la conseillère Grenier, différents conseils sont en train d'explorer différents scénarios. Plusieurs de fait, trouvent que le 1% ne va pas assez loin, aimeraient puiser davantage. Et les dépenses ou les dépenses associées à ce déficit diffèrent d'une région à l'autre. Certains vont choisir de payer du transport supplémentaire pour retourner les élèves plus tôt à la maison pour permettre du temps de planification au niveau des enseignants et autres dépenses semblables, mais ça vient vraiment là, à chaque conseil. Et nous avons privilégié la salle de classe pour assurer une stabilité parce qu'on est conscient que les élèves ont souffert cette année, qu'on risque d'avoir plusieurs mois, si pas quelques années, pour défaire les effets de la pandémie, particulièrement dans nos écoles de langue française en milieu minoritaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi d'investir au niveau de la dotation du personnel enseignant plus qu'autre chose. D'autres questions? Oui. Oui. Donc, au niveau, c'est ça, du 400 000 là, du système de ventilation, donc, de mentionner, donc c'est quelque chose que le gouvernement ne subventionne pas. Là. Je trouve que l'idée est géniale là, de s'assurer d'avoir une meilleure ventilation, mais ce n'est pas un montant que le gouvernement subventionne. Non, effectivement, ce n'est pas quelque chose que le gouvernement subventionne cette année. Les heures supplémentaires contrairement à 2021. Mais les heures supplémentaires font partie des recommandations des bureaux de santé néanmoins. OK, merci. Merci. Conseillère. Oui, j'ai un commentaire, une question, puis ensuite une autre question. Le gouvernement a annoncé le montant total qu'il nous remettre, n'est-ce pas? Donc, 5 millions, quelque chose. Plutôt que, est-ce que c'est bien le cas? Oui, le 5 millions a déjà été 5,5 millions. 5,5 millions sont déjà annoncés, mais toutefois, il y a la petite clause qui dit que le ministère s'attend que les conseils travaillent avec la moitié de ces montants. Ça n'a pas été annoncé, n'est-ce pas? Non, ça, c'est dans la note. C'est dans la note, mais est-ce que ça a été annoncé? C'est une autre question. La question que je pose aussi, c'est est-ce que j'ai bien entendu que cette année, on a un surplus de 2 millions quelque chose? Oui, mais il ne faut pas oublier que le budget que le Conseil avait adopté, c'était un déficit de 3,8 millions de dollars. Alors, ce surplus-là a juste réduit notre déficit de l'année passée. OK, donc on ne peut pas appliquer ça au montant de cette année. Donc, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va juste aller dans la réserve et ensuite, pour aller puiser dans la réserve, c'est justement d'aller démontrer un déficit. C'est de cette façon qu'on va aller puiser dans cette réserve. Là, je comprends bien qu'on a prévu le personnel dans le budget, advenant qu'on ferme l'école virtuelle pour ramener les élèves en présentiel. Donc, au niveau du personnel enseignant, on a prévu ce budget-là, mais ces élèves-là il va y avoir des dépenses reliées à ces élèves-là. Matériel scolaire, tout ça, est-ce que ça aussi, ça a été prévu pour le retour ou c'est les enseignants? On a prévu un budget de fonctionnement pour l'école Ma Vie pour toute l'année
Alors, si les élèves retournent en présentiel, mais l'école virtuelle n'a plus besoin de ce budget de fonctionnement qu'on va le retourner dans les écoles à ce moment-ci. Merci. Merci. Oui, M. Blais. Je me suis souvenu de la discussion qui a eu lieu lors de l'appel avec les présidents des conseils d'école et c'était justement au niveau de la planification des emplois pour la prochaine année scolaire et les présidences ont soulevé à plusieurs reprises le défi de tenter de planifier pour une pleine année avec juste la moitié de l'année subventionnée quand nous faisons tous face en Ontario à une pénurie d'enseignants. Une pénurie qui est d'autant plus importante dans les conseils de langue française. Donc, difficile de planifier une pleine année sans être assuré ou rassuré que le financement suivrait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur les autres pages jusqu'à 96 pour M. Chen? Je ne vois pas. Donc, je demande le vote. Tous en faveur pour le budget 10.03. En faveur? Je manque de personne. Dana, Geneviève? En faveur? Mac, j'ai manqué ça. Merci. Donc, contre? Adopté. On continue, numéro 11, affaires courantes, 11.1, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, 11.1.1, Town Hall. J'ai mis Town Hall avec les conseillers. Donc, vous avez reçu un courriel de Emily Callan le 11 juin. Donc, c'est un courriel qui invite tous les conseillers scolaires à un genre de Town Hall, une rencontre informelle. Donc, la rencontre pour ce soir est ou samedi le 19 juin de 9h à 11h pour discuter de divers dossiers prioritaires de la FOCSC. Donc, si vous êtes disponible samedi matin, n'hésitez pas de joindre à la discussion provinciale. Et 2, apparemment, j'ai juste eu une courriel que vous recevrez dans la trousse de la FOCSC. Ça sera envoyé dans la trousse par la poste. Donc, ça vient de la FOCSC. Ça, c'est votre cadeau pour l'AGA de la FOCSC. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Donc, on continue. 12, présentation. 12.1, présentation, compte rendu trimestriel du directeur de l'éducation, M. Blais. Merci, Mme la Présidente. Alors, tel que convenu, 3 fois par année, on vous présente là, un rapport en lien avec notre planification stratégique. Et donc, il me fait plaisir de partager avec vous les grandes lignes. Le rapport se retrouve à la page 97 de votre trousse. Donc, au niveau de apprentissage et enseignement, le trimestre au palier élémentaire a été consacré à maintenir les appuis pédagogiques, particulièrement en ce qui a trait à la lecture, qui a été la priorité dans nos écoles élémentaires. Les écoles ont été équipées avec des trousses numériques pour faire l'évaluation et le pistage du progrès de nos élèves et ont également été équipées avec une bibliothèque de livres nivelés pour faciliter le travail des enseignants au niveau de ce pistage et au niveau du progrès de l'apprentissage des élèves. Au palier secondaire, encore, l'accent dans cette partie de l'année a été placé sur les compétences essentielles des élèves. On s'est aussi assuré de créer des occasions où les élèves pouvaient échanger entre eux et faire entendre leur voix. Vous vous souviendrez que le focus est sur un communicateur efficace et donc l'importance de créer des occasions pour ces jeunes-là, peu importe leur âge, d'échanger avec leurs confrères et consoeurs ou leurs enseignants, même si c'était en mode hybride ou en virtuel. L'autre focus pour les gens du secondaire a été la planification du décloisonnement. Vous vous souviendrez que le service de programmation secondaire nous avait fait une présentation sur la raison d'être du décloisonnement
pour assurer un terrain de jeu qui était juste équitable pour l'ensemble de nos élèves. Et donc, même si le curriculum de mathématiques 9e année est a seulement été publié la semaine dernière, l'équipe a été proactive là, pour tenter d'assurer la formation au niveau de pratiques pédagogiques qui vont faciliter la mise en œuvre de ce nouveau curriculum. Et on est aussi heureux de partager que l'équipe de liaison communautaire au niveau des relations corporatives a développé une dizaine de projets avec ses partenaires communautés dans l'ensemble de nos communautés pour permettre des occasions en français pour que les jeunes puissent échanger pendant la saison estivale. Au niveau de foi, langue et culture, nos animateurs culturels et pastoraux ont été très occupés. Ils ont animé au-delà de 450 ateliers virtuels entre la maternelle et la 12e année, des ateliers qui ont reçu des cotes de satisfaction très élevées. Donc, félicitations à toutes ces équipes-là. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que l'équipe a réalisé les 2e jeux virtuels de l'AESD tout récemment et puis on fait la mise en œuvre d'une version junior des jeux de l'AESD pour les élèves de la 7e et de la 8e. Ça, c'était une première. Et il y a aussi eu diverses trousses qui ont été développées pour les enseignants à tous les niveaux scolaires. Par exemple, la trousse de la Semaine nationale de la francophonie, la trousse de la Semaine de l'éducation catholique, donc des travaux collectifs qui ont été partagés et utilisés à divers moments pendant ce semestre. Au niveau de la croissance du système, comme vous savez, un petit peu partout en province, on a eu beaucoup de misère à attirer, à recruter des élèves de bas âge, les élèves de maternelle et jardin. Et donc, il y a eu un accent particulier placé sur cette clientèle-là. L'équipe des relations corporatives a planifié une programmation spéciale qui s'appelait Rire et lire avec mon avenir. Et nous avons sollicité l'appui d'animateurs et de comédiens pour participer, pour nous aider à monter et animer ces activités. Il y a aussi eu une 2e campagne promotionnelle web, particulièrement dans les régions où encore ici, on voyait que les élèves de bas âge étaient difficiles à rejoindre. Et nous avons également mené un sondage auprès des parents qui ont participé à nos visites virtuelles de nos écoles en janvier et février 2021 pour nous permettre une réflexion et prévoir ou orienter les prochaines étapes là, dans notre campagne de recrutement 2022 avec les éléments virtuels. Et au niveau de l'apprentissage à la numérique, nous sommes heureux de vous dire qu'à la fin de cet été, on va avoir accompli notre objectif. Vous vous souviendrez qu'on voulait un espace commun par école qui était transformé pour appuyer l'apprentissage à la numérique. Le timing est bon. Je pense que ce qu'on aura vécu comme expérience en temps de pandémie va avoir changé les pratiques de nos enseignants qui vont être heureux de se retrouver dans des milieux où ils vont avoir au moins un local qui va pouvoir leur permettre d'utiliser ou d'exploiter les talents et les compétences qu'ils vont avoir développées. Donc, à la fin de cet été, l'ensemble des écoles vont avoir leur espace, à l'exception de Sainte-Trinité. Et Sainte-Trinité, la raison est fort simple, c'est parce que leur espace est prévu dans la section qui sera en construction sous peu. Donc, à la fin de ce développement-là, 100% de nos écoles, telles que prévues, seront équipées. Alors, si vous avez des questions par rapport au rapport trimestriel, il me fera plaisir d'y répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions pour M. Blais? Je n'ai pas de questions. Excellent. Merci pour votre rapport. Oui, M. Blais. Comme toujours, je veux remercier l'équipe s'il y a des belles choses qui se retrouvent dans le rapport trimestriel, comme le rapport annuel, c'est grâce aux gens qui sont membres de l'équipe et autour de cette table virtuelle, ainsi que du beau travail de leur équipe à tous les niveaux sur le terrain. Donc, merci à tous. Absolument, absolument. Merci.
spécialement cette année, pendant la pandémie, on est vraiment choyé d'avoir une excellente équipe de A à Z. Donc, je vous remercie encore une fois. Donc, on continue. 13, compte rendu mensuel des membres du conseil. Donc, je n'ai pas de rapport ce soir, mais on est en train de travailler un template qui suit le même genre de rapport de notre directeur de général, directeur de l'éducation. Donc, on va vous partager en septembre. Donc, je continue s'il y a des conseillères scolaires qui ont un partage de nouvelles. Je ne vois pas, donc je continue avec les élèves conseillères. Donc, je passe la parole à Sanel. Je vais y aller. Merci. Donc, lors de ce dernier mois de l'année, les écoles ont bien sûr célébré le mois de la fierté avec plusieurs publications en ligne, surtout sur Instagram, en lien avec le mois de la fierté. Puis, l'école Renaissance a même fait des défis pour faire des recherches sur des sujets sur la communauté LGBTQIA. Puis, ceci est bien sûr en addition des levées des drapeaux dans toutes les écoles secondaires du conseil. Aussi, les écoles ont célébré le mois de l'histoire des Autochtones. Donc, plusieurs écoles vont souligner la Journée internationale des peuples autochtones le 21 juin sur les médias sociaux encore. Mais aussi, l'école Saint-Frère-André a souligné des divers peuples autochtones sur le compte Instagram en partageant des liens et en jouant un jeu genre Qui suis-je tout au long du mois. Et bien sûr, les finissants ont des cérémonies de remise de diplômes virtuels au fin du mois. Et oui, c'est ça. Donc, vous êtes fini? Donc, c'est maintenant au tour des élèves conseillères Sophia et Annelle. Bien que votre année en poste ait été différente de celle de vos précédents, au nom du Conseil scolaire catholique Mon Avenir, je tiens à vous féliciter de votre contribution. Vous avez certainement fait une différence. Nous sommes fiers du travail que vous avez accompli au cours des derniers mois, comme, entre autres, les modifications apportées à la ligne de conduite CSL 0.3.1 sur les élections des élèves conseillers et votre engagement entourant la motion qui permet maintenant aux écoles secondaires du Conseil de hisser le drapeau de la fierté pendant le mois de juin. Vous avez participé activement à divers congrès et vous avez été d'excellentes ambassadrices pour notre conseil. Nous avons été choyés de vous avoir parmi nous autour de la table. Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans vos nouvelles aventures. Nous entendrons sûrement parler de vous dans les prochaines années. Merci encore une fois de votre engagement, Sophia et Annelle. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Monsieur Blais? Je vais à mon tour dire merci à Annelle et Sophia. Une année extraordinaire. Comme la présidente Chartrand l'a indiqué, ça va être une première et probablement une dernière. Personne d'autre dans votre poste qui aura dû contribuer de façon virtuelle pendant une pleine année. Mais on a fait part de vos contributions, puis elles sont remarquables. Donc, au nom de l'administration également, je tiens à vous remercier puis à vous souhaiter que du succès et du bonheur dans le futur. On a hâte de vous revoir. Merci beaucoup à vous tous, tous les conseillers. On a beaucoup appris cette dernière année, puis malgré que l'expérience a été différente de ce qu'on attendait, ça a quand même été super intéressant. Puis, ça va vraiment nous permettre de bien s'acheminer au futur. Donc, merci beaucoup à vous tous pour votre support tout au long de l'année. Oui, comme ça, comme Anna l'a dit, merci à vous tous. J'ai vraiment appris beaucoup au long de l'année, même si c'est en virtuel. Merci à vous tous. C'est ça. Merci.
Merci. Donc, on continue. Numéro 14, avis de motion sans objet. 15, correspondance. Vous avez la trousse, dans votre trousse, 8 différentes correspondances. Est-ce qu'il y avait des questions sur les correspondances? Je ne vois pas. On continue. 16, motion de recevoir. Donc, la conseillère élève, Sophia, proposée. Que le conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Présentation, mandat du comité consultatif pour l'enfance en difficulté et rapport annuel de l'enfance en difficulté 2020-2021, tableau des affaires découlant, rapport CDA 0706-2021, comité d'admission, rapport FIN 1006-2021, rapport financier au 31 mai 2021, rapport verbal, activité de la FOCC, compte rendu trimestriel du directeur de l'éducation, juin 2021, compte rendu mensuel des membres du conseil, correspondance. Appuyé par la conseillère élève Sibaras. Merci. Monsieur le directeur. Pas d'ajout, Madame la Présidente, à moins de questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour ce point. Excellent, merci. Contre? Adopté. 17. Questions diverses. 17.1 COVID-19, mise à jour. Madame Joly. Monsieur le directeur. Monsieur Blais. Merci. Je vais céder la parole tout de suite à Michael pour une courte mise à jour. Oui, alors je serai brève. Les données sont formidables. Et les cas de maladie sont à la baisse. Les actions du Conseil se penchent sur justement l'information pour la vaccination des élèves de 12 ans et plus. Alors, nous faisons les communications selon les informations qui nous arrivent des bureaux de santé publique. Certainement, l'intensité de la chose s'est calmée. Mais quand même, on poursuit nos discussions avec les bureaux de santé publique. Nous sommes en ce qu'on appelle de-escalation, comme on utilise au niveau de leur langage, mais des questions se posent de leur côté sur les mesures à mettre en place et à suivre pour la gestion à l'automne, les types de communication, les attentes qu'il faudra mettre en place. Donc, nous sommes en attente de directives de leur part et certainement des directives du ministère, du gouvernement quant au retour et ce que cela représentera pour justement la gestion dans son ensemble de la prévention de la maladie au sein des écoles. Excellent, merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Conseillère Godbout. Merci pour tes commentaires, Michael. Je me demandais, est-ce que le Conseil a de la difficulté à faire reconnaître ces écoles et à faire prioriser une école dans une certaine clinique pour essayer de faire vacciner le plus d'élèves de nos écoles? Alors, en tant que plus petit conseil, est-ce qu'on a de la difficulté à avoir un peu de place dans ces cliniques-là puis d'essayer de favoriser nos écoles pour certains blocs de temps? Il y a peut-être une perception vue de l'extérieur, mais s'il y a une chose qui est arrivée pendant ce temps de COVID, c'est que notre conseil a fait partie de toutes les tables à part égale dans toutes les régions. On a été présents avec les conseils anglophones, avec nos homologues de Viamonde, et ils ont constamment reconnu l'importance de nous informer. S'il y a eu des lacunes, c'est justement au niveau de la production des communications en français. Dans certaines régions, il a fallu
les demander et on ne les a pas reçus. Il y a des régions où on les a demandés et on a attendu quelques jours, alors des périodes de délai. Alors, sur votre point-là, est-ce qu'il y avait un déséquilibre à ce niveau-là? Sur votre point d'accès à des cliniques comme telles de vaccination, je ne suis pas au courant de situation, mais si vous voulez m'en partager directement, il me ferait plaisir d'explorer davantage. C'était vraiment pas basé sur des expériences où il y avait des lacunes, quoi que ce soit. Je me demandais simplement si, en tant que conseil francophone, un peu plus petit que certains de nos homologues, si c'était un petit peu plus difficile pour nous de négocier ce genre de truc-là. J'ai aucune anecdote qui démontre que ça se passe pas bien. Je voudrais juste rajouter, bien, justement, dans la table de planification à Toronto, où il y a un conseil anglais qui a plus que 500 écoles et nous, on arrive avec notre petite vingtaine d'écoles au max dans le système français, on avait toutes à la place égale. Et donc, quand c'est venu autant au choix d'écoles pour le dépistage asymptomatique ou quoi que ce soit, il reste quand même qu'il y a des grandes concentrations de population dans des grandes clientèles, des écoles de plusieurs milliers d'élèves, certainement. Là. Alors, l'offre est plus forte, mais on ne nous a jamais laissé de côté. On a vu dans quelques situations, dans certaines communautés, où il y avait un partenaire qui se cherchait un conseil scolaire et naturellement se retournait vers un des plus gros pour des projets pilotes au niveau du testing, au niveau de la vaccination. Mais chose, comme Michael l'a dit, s'il y a un avantage de cette dernière année ou de ces 15 derniers mois, c'est que les relations avec les conseils limitrophes partout sur le territoire se sont beaucoup améliorées. Maintenant, on reconnaît qu'on existe et on s'organisait toujours lors de ces rencontres-là pour dire, peu importe qui a l'école la mieux située dans cette ville-là ou dans cette communauté-là, on s'organise pour inviter les 4 conseils. Et c'est la façon que nous avons fonctionné. Donc, j'ai eu des conversations là, où même mes homologues anglophones disaient « Don't forget the French boards, don't forget the French boards ». Donc, c'est le fun que ce réflexe-là s'est développé dans la dernière année. Puis je peux vous dire que, puis je pense que c'est vrai là, pour Michael aussi, on a eu plus de communication avec nos homologues partout sur notre territoire dans la dernière année qu'on en avait eu dans les 5 dernières années, j'en suis certain. Donc, alors, ça a presque eu un impact. Des beaux effets, effectivement. Alors, ça a presque eu un impact positif de ce côté-là. Oui. Merci. J'ai vu le conseiller Thibodeau. Oui, merci. Est-ce qu'il a été question du port du masque pour septembre, tant pour le personnel que pour les élèves? On est en discussion encore là toutes les semaines avec les différents bureaux de santé. Je ne pense pas qu'il y ait un bureau de santé qui s'est prononcé à ce niveau-là encore. Ils attendent plutôt... eux demandent quelles sont les attentes du ministère de l'Éducation pour la rentrée. Le ministère de l'Éducation veut savoir où vont se positionner les bureaux de santé. Donc, je dirais qu'il est trop tôt pour pouvoir vous donner une réponse définitive. On va attendre au courant de l'été certainement à la mi-août les directives de l'ensemble de nos bureaux de santé pour pouvoir bien orienter. Une des choses que j'avais demandé à l'équipe, c'était est-ce qu'on peut s'organiser pour que nos guides pour la rentrée soient prêts avant la fin de cette année parce qu'on a besoin de partir en vacances puis de décrocher. Mais le réflexe a été le même à tous les niveaux. C'est trop tôt. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait même pas ce qui va se passer là, rendu à l'étape 2 du déconfinement. Donc, attendons de voir. Mais je pense qu'effectivement, ça va être le mois d'août avant qu'on puisse donner des consignes définitives à nos parents et les membres du personnel. Est-ce que je peux poser une deuxième question? Est-ce qu'on connaît le pourcentage du personnel qui sont allés volontairement chercher leur premier vaccin? Encore là, non. Le Conseil n'a pas ces données-là. Il n'y avait aucune attente ministérielle. Puis au point de vue légal, on avait fait certaines vérifications aussi, là, à savoir si on pouvait imposer une telle attente.
mais même au niveau de la province, au niveau de leur système COVAX, où on est censé pister là, les taux de vaccination, les pratiques diffèrent d'un centre de vaccination à l'autre, d'une communauté à l'autre, d'un bureau de santé à l'autre. Et donc, on ne sait même pas quand les gens se sont présentés pour la vaccination, si on leur a demandé précisément pourquoi êtes-vous ici, êtes-vous employé d'un conseil scolaire, par exemple, ou est-ce que c'était plutôt une question qui était seulement reliée au groupe d'âge. Donc, même la sous-ministre disait la semaine dernière, lorsqu'on était avec elle, qu'eux aussi se questionnent par rapport à la validité des données qu'ils ont, par rapport au personnel du domaine de l'éducation. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois pas de questions, donc on transfère à 4B, séance à huis clos très restreint. Excusez, Madame la Présidente, je pensais vous demander s'il y avait des questions sur la mise à jour de COVID. Sur COVID, juste sur COVID, on ne prend pas d'autres. Ah, OK. Parce que là, il y a questions diverses. On va continuer, on va revenir dans la chance. On va transférer à séance à huis clos très restreint. Un proposeur. Conseiller. Est-ce que Madame la Présidente, avant de procéder au huis clos très restreint, on aimerait ça souhaiter une bonne fin d'année scolaire aux élèves conseillères et aux membres de l'administration? Absolument. Merci, conseiller Petitpas. J'ai une question, la question diverse. Je peux te demander avant qu'on y aille à huis clos? OK, vas-y. Ma question, c'est regardant les courriels que nous recevons de nos hybrides modèles, est-ce que c'est possible que le département de la technologie bloquer ces courriels-là? Parce que ça continue, ça continue. Est-ce que vous autres en recevez ou c'est rien que moi qui en reçois? Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ou on va-tu avoir ça jusqu'au mois de septembre? Merci. J'en ai pas eu, moi, depuis à peu près 2 semaines, donc je ne pensais plus que c'était un problème. Mais on va s'en parler, Vincent et moi, demain. Non, parce que là, durant la réunion, là, ça a sonné 4 fois. Là. Je viens d'en recevoir 4. Ouais. Parfait. Merci. Ça dépend quand les parents rentrent sur leurs médias sociaux. OK, merci pour la question. Oui, je continue à recevoir aussi. Donc, on est prête à transférer à huis clos très restreint. Bonsoir, merci encore une fois. Prendre 2 minutes pour laisser, pour arrêter l'enregistrement.